Il est 3 heures du matin ce 27 janvier 2026. L'Assemblée nationale française vient de voter une loi historique. 130 voix pour, 21 contre. Les réseaux sociaux seront interdits aux moins de 15 ans dès septembre 2026. Les médias parlent de protection de la jeunesse, le gouvernement parle de santé mentale, mais personne ne parle de ce qui se cache vraiment derrière cette loi. Une guerre économique de plusieurs milliards d'euros. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que cette loi signifie vraiment d'un point de vue économique. Les enjeux financiers colossaux, les gagnants et les perdants. Et pourquoi cette bataille ne fait que commencer? Restez jusqu'à la fin, car je vais vous expliquer comment cette loi pourrait complètement transformer l'économie numérique européenne dans les 5 prochaines années. Commençons par les chiffres que personne ne regarde. TikTok a généré 39 milliards de dollars de chiffre d'affaires mondial en 2024. 39 milliards. C'est une augmentation de 63% par rapport à 2023. Ces chiffres viennent du rapport de la commission d'enquête parlementaire publié en septembre 2025. Mais voici ce qui est fascinant. 63% des utilisateurs de TikTok ont moins de 24 ans. Les adolescents ne sont pas juste des utilisateurs. Ils sont le cœur du modèle économique. Sans eux, TikTok n'existe pas. Maintenant, faisons un calcul simple. Si 63% des utilisateurs ont moins de 24 ans, et qu'une partie significative de ce groupe a moins de 15 ans, combien TikTok perd-elle avec cette loi française? Des centaines de millions de dollars. Peut-être même 1 milliard sur le marché français seul, et TikTok n'est pas seul. Instagram, Snapchat, Facebook, toutes ces plateformes dépendent massivement du public adolescent. Meta, la société mère de Facebook et Instagram, a déjà dû supprimer 544 000 comptes de mineurs en Australie suite à une loi similaire. 331 000 sur Instagram, 173 000 sur Facebook, 40 000 sur Threads, 544 000 utilisateurs perdus en une semaine. Ce n'est pas juste un chiffre, c'est une hémorragie financière. Pourquoi les adolescents sont-ils si précieux pour ces plateformes? Parce que le modèle économique des réseaux sociaux repose sur 3 piliers. L'attention, les données et la publicité. Premier pilier, l'attention. Plus un utilisateur passe de temps sur la plateforme, plus la plateforme peut lui montrer de publicité. Les adolescents passent en moyenne 3 heures par jour sur les réseaux sociaux, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire. 3 heures. C'est énorme. C'est 3 heures d'attention captive que les marques peuvent acheter. Deuxième pilier, les données. Chaque vidéo regardée, chaque like donné, chaque pause dans le défilement génère des données. Ces données permettent de créer des profils utilisateurs ultra précis. Le Conseil national du numérique parle même d'économie de la manipulation. Les plateformes ne vous montrent pas ce que vous aimez. Elles vous montrent ce sur quoi vous restez le plus longtemps, même si c'est toxique. Troisième pilier, la publicité. Le chiffre d'affaires de TikTok vient à 90% de la publicité. Les adolescents sont une cible marketing de premier choix. Ils sont influençables, ils suivent avec les tendances, ils achètent. Les marques perdent des fortunes pour les atteindre. Maintenant, imaginez que du jour au lendemain, vous perdez accès à des millions d'utilisateurs dans cette catégorie. C'est exactement ce qui va arriver en France. La loi française prévoit des sanctions pouvant aller jusqu'à 6% du chiffre d'affaires mondial pour les plateformes qui ne respectent pas l'interdiction. 6%. Pour TikTok, avec 39 milliards de chiffre d'affaires, cela représente 2,3 milliards de dollars d'amende potentielle. 2,3 milliards. Ce n'est plus une tape sur les doigts, c'est une menace existentielle. Mais voici où cela devient vraiment intéressant. La France n'est pas seule. L'Australie a fixé l'âge minimum à 16 ans en décembre 2025. Le Danemark prépare une loi similaire. L'Espagne et l'Italie étudient des mesures équivalentes. Le Parlement européen a adopté en novembre 2025 un rapport, non contraignant certes, mais symbolique, proposant une interdiction à 16 ans dans toute l'Union européenne. Si cette tendance continue, les plateformes pourraient perdre accès à des dizaines de millions d'utilisateurs adolescents en Europe. C'est un changement de paradigme économique complet. Et voici quelque chose que peu de gens réalisent. Cette bataille ne concerne pas seulement les réseaux sociaux traditionnels, elle concerne toute l'économie numérique de l'attention. Regardez YouTube, regardez Twitch, regardez Discord, regardez Roblox. Toutes ces plateformes ont des composantes sociales, toutes dépendent des jeunes utilisateurs. La loi française exclut explicitement les messageries interpersonnelles comme WhatsApp et les plateformes éducatives. Mais la frontière est floue. Qu'est-ce qu'un réseau social exactement? Un décret doit établir une liste des plateformes concernées après avis de l'Arcom, l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Cette liste sera cruciale. Chaque plateforme qui y figure perdra des millions d'utilisateurs et de revenus. Les lobbies des grandes plateformes travaillent déjà d'arrache-pied pour influencer cette liste. C'est une bataille juridique et économique intense qui se joue en coulisses.
Maintenant, parlons de l'éléphant dans la pièce. Est-ce que cette loi va vraiment fonctionner? La France a déjà essayé. En juillet 2023, la loi Marcangeli instaurait une majorité numérique à 15 ans avec obligation d'autorisation parentale. Résultat, la loi n'a jamais été appliquée. Pourquoi? Parce qu'elle était jugée non conforme au droit européen, spécifiquement au Digital Services Act, le DSA. Le DSA est le règlement européen sur les services numériques adopté en octobre 2022. Il encadre les responsabilités des plateformes, mais il ne prévoit pas explicitement d'obligation de contrôle d'âge. Pire, toute obligation de vérification d'âge trop intrusive pourrait être jugée disproportionnée au regard de la protection des données personnelles. C'est le paradoxe juridique. La France veut protéger les mineurs, mais elle doit respecter le cadre européen qui privilégie la vie privée et la libre circulation des services numériques. Le Conseil d'État, dans son avis du 13 janvier 2026, a souligné ces problèmes. Il recommande de réécrire certaines dispositions pour éviter un nouveau rejet européen. Le gouvernement a retravaillé le texte, mais le risque demeure. Si la Commission européenne estime que la loi française viole le DSA, elle peut bloquer son application. Et tout recommence à zéro. 2 ans de travail parlementaire, des centaines d'heures d'audition. Pour rien. Mais supposons que la loi survive aux tests européens. Comment vérifier l'âge des utilisateurs? C'est le défi technique majeur. Actuellement, n'importe quel adolescent peut mentir sur sa date de naissance lors de l'inscription. Selon la Commission nationale de l'informatique et des libertés, 2/3 des moins de 13 ans possèdent déjà un compte sur un réseau social, souvent sans autorisation parentale. 2/3. Le système actuel ne fonctionne pas. La loi prévoit la mise en place d'un système de vérification de l'âge indépendant des plateformes conforme à un référentiel fixé par l'Arcom. Plusieurs technologies existent. La vérification par carte d'identité, la vérification par carte bancaire des parents, la biométrie faciale pour estimer l'âge. Chacune a ses problèmes. La carte d'identité pose des questions de vie privée. Voulez-vous vraiment donner votre pièce d'identité à TikTok ou Instagram? La carte bancaire exclut les familles non bancarisées. La biométrie faciale est controversée et imprécise. Au Royaume-Uni, l'Online Safety Act impose depuis juillet 2025 des obligations strictes de vérification d'âge. Les plateformes investissent massivement dans ces technologies, mais les résultats sont mitigés. Les adolescents trouvent toujours des moyens de contourner les systèmes. C'est là que l'économie numérique clandestine entre en jeu. Si les réseaux sociaux officiels sont bloqués, les adolescents se tournent vers des alternatives. Des VPN pour changer leur localisation. Des comptes empruntés à des frères et sœurs plus âgés. Des plateformes moins régulées basées hors d'Europe. Ironiquement, cette loi pourrait pousser les jeunes vers des espaces encore moins sûrs et moins contrôlés. C'est ce qu'on appelle l'effet Cobra. Une solution bien intentionnée qui aggrave le problème qu'elle cherche à résoudre. Maintenant, regardons qui gagne vraiment avec cette loi. Première catégorie de gagnants, les entreprises de vérification d'âge. C'est un marché naissant mais en pleine explosion. Des startups développent des solutions de vérification conformes à la vie privée. Reconnaissance faciale, analyse comportementale, tokens cryptographiques. Ces technologies valent des centaines de millions d'euros. La loi française et les lois similaires en Europe créent un besoin massif. Les investisseurs affluent. Deuxième catégorie, les plateformes alternatives déclarées éducatives. Si votre plateforme est classée comme éducative, elle échappe à l'interdiction. Soudainement, il devient très rentable de se positionner sur ce créneau. Des plateformes de partage de connaissances, des réseaux sociaux éducatifs, des forums de discussion scolaire. Un nouveau marché s'ouvre. Troisième catégorie, les entreprises européennes qui profitent de la régulation pour concurrencer les géants américains et chinois. Si TikTok, Instagram et Snapchat perdent des millions d'utilisateurs adolescents, quelqu'un va combler le vide. Peut-être des acteurs européens, soutenus par les gouvernements, qui respectent mieux les règles. C'est une forme de protectionnisme numérique déguisé. Et qui perd? Les plateformes actuelles perdent évidemment des revenus directs, mais elles perdent aussi quelque chose de plus précieux, la fidélisation précoce. Si vous ne pouvez pas accrocher un utilisateur à 13 ou 14 ans, vous le perdez peut-être pour toujours. À 16 ou 17 ans, il aura déjà ses habitudes sur d'autres plateformes, d'autres applications, d'autres écosystèmes. C'est un enjeu stratégique à long terme. Les plateformes ne se battent pas juste pour les revenus publicitaires d'aujourd'hui, elles se battent pour les utilisateurs de demain. Il y a aussi les créateurs de contenu. Des millions d'influenceurs, dont beaucoup sont eux-mêmes adolescents, gagnent leur vie grâce à ces plateformes. Si leur public disparaît, leurs revenus s'effondrent. Certains créateurs français ont déjà commencé à migrer vers des plateformes internationales pour échapper à la régulation. Et puis, il y a les annonceurs. Les marques qui ciblent les adolescents devront trouver d'autres canaux. Télévision traditionnelle, presse, affichage. Ces canaux sont plus chers et moins efficaces que la publicité ciblée sur les réseaux sociaux.
Les budgets marketing vont se réorganiser complètement. Parlons maintenant de l'hypocrisie économique derrière cette loi. La France veut protéger ses adolescents de TikTok, mais elle n'interdit pas les smartphones, elle n'interdit pas Internet, elle n'interdit pas YouTube, qui échappe largement à l'interdiction car considéré comme plateforme de partage de vidéos et non réseau social pur. Le gouvernement dit vouloir protéger la santé mentale des jeunes. Mais le vrai motif est-il la santé ou le contrôle? Les réseaux sociaux sont devenus des espaces politiques. Les jeunes s'y informent, s'y mobilisent, s'y organisent. Contrôler leur accès, c'est aussi contrôler leur voix politique. Je ne dis pas que c'est le but conscient, mais c'est un effet secondaire. Une génération entière sera privée de ses outils de mobilisation et d'expression pendant ces années formatrices. Cela change la dynamique du pouvoir. Et puis il y a la question de l'égalité. Les familles aisées trouveront des moyens de contourner l'interdiction. Elles achèteront des VPN, elles créeront des comptes sous leur nom. Les adolescents privilégiés auront toujours accès. Ce sont les jeunes des milieux modestes qui seront vraiment exclus. L'interdiction risque de créer une nouvelle fracture numérique. Alors, que va-t-il vraiment se passer? Scénario 1. La loi est bloquée par la Commission européenne. Tout ce débat était pour rien. Retour à la case départ. Les plateformes respirent. Le gouvernement français est humilié. Scénario 2. La loi est appliquée mais massivement contournée. Les adolescents utilisent des VPN, des faux comptes, des plateformes alternatives. L'interdiction existe sur le papier, mais pas dans la réalité. Les plateformes perdent un peu de revenus mais s'adaptent. Le gouvernement déclare victoire, mais tout le monde sait que c'est du théâtre. Scénario 3, la loi fonctionne partiellement. Une partie significative des adolescents est effectivement bloquée. Les plateformes perdent des revenus. De nouveaux acteurs émergent. L'économie numérique se réorganise, mais les effets sur la santé mentale des jeunes sont ambigus. Peut-être une légère amélioration, peut-être aucun changement, peut-être même une aggravation si les jeunes se tournent vers des espaces moins sûrs. Scénario 4. La loi déclenche un effet domino. D'autres pays européens adoptent des lois similaires. L'Union européenne finit par légiférer au niveau continental. Les plateformes sont forcées de se conformer ou de perdre le marché européen. Un nouveau modèle économique émerge. Les réseaux sociaux deviennent des espaces réservés aux adultes. Une nouvelle génération de plateformes éducatives et contrôlées se développe pour les jeunes. Personnellement, je pense que nous allons vers un mélange des scénarios 2 et 3. Une application partielle, beaucoup de contournements, des effets économiques limités mais réels, et des conséquences sociales difficiles à prévoir. Ce qui est certain, c'est que cette loi représente un tournant. Pour la première fois, un État européen majeur défie frontalement le modèle économique des géants de la tech. Pas juste avec des amendes ou des régulations à la marge, mais avec une interdiction pure et simple pour une catégorie entière d'utilisateurs. C'est un signal. L'ère de la régulation douce est terminée. L'ère de la confrontation directe commence. Et dans cette confrontation, des milliards d'euros sont en jeu. Meta, TikTok, Snapchat vont se battre. Elles vont lobbyer à Bruxelles, elles vont peut-être contester la loi devant les tribunaux européens. Elles vont investir des fortunes dans les technologies de vérification d'âge, non par conviction, mais par contrainte économique. Et nous, utilisateurs, parents, citoyens, nous sommes au milieu de cette guerre économique. Nos données, notre attention, nos enfants. Tout cela est devenu un champ de bataille commercial. La question n'est plus « est-ce que les réseaux sociaux sont bons ou mauvais ?» La question est « qui contrôle l'économie numérique ? Les États ou les plateformes? L'intérêt public ou le profit privé? Cette loi du 27 janvier 2026 est une réponse, une tentative de reprendre le contrôle. Est-ce que ça va marcher? Nous le saurons dans 6 mois, quand la loi entrera théoriquement en vigueur en septembre. Mais une chose est sûre, cette histoire est loin d'être terminée. C'est juste le premier acte d'une longue pièce, et les enjeux économiques sont colossaux. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur la dimension économique cachée de cette loi, abonnez-vous et activez la cloche. Partagez cette analyse avec vos proches. Ils ont le droit de comprendre ce qui se joue vraiment. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous que cette loi va vraiment fonctionner? Ou est-ce juste du théâtre politique? Prenez soin de vous et de votre indépendance numérique. À très bientôt.